Quand on parle d'immobilier en France, eh bien, on parle forcément de fiscalité. C'est un sujet incontournable. Alors dans ce guide, on va décortiquer ensemble les points essentiels à connaître. Alors voilà, investir dans la pierre, c'est le grand rêve de beaucoup de monde, n'est-ce pas? Mais soyons clairs tout de suite, le prix d'achat qu'on voit sur l'annonce, ce n'est vraiment que la partie visible de l'iceberg. Et c'est là que la fiscalité entre en jeu. C'est un point absolument crucial. Si on la néglige, le projet de rêve peut très très vite virer au cauchemar financier. Mieux vaut être prévenu. Pour y voir plus clair, on va structurer tout ça en 3 grands actes, un peu comme au théâtre, l'achat, la détention et la vente. C'est à ces 3 moments clés que la fiscalité s'invite. Allez, acte 1, l'achat. C'est le tout début de l'aventure et c'est là qu'on rencontre les premiers impôts, ceux qu'on ne paye qu'une seule fois. Le premier gros morceau, ce sont les fameux frais de notaire. Mais attention, ce nom est un peu trompeur. On les appelle comme ça par habitude, mais en réalité, c'est autre chose. Regardez bien ce graphique, il est super parlant. La part du lion, près des 3/4 de ce qu'on appelle les frais de notaire, ce sont en fait des taxes qui vont directement dans les caisses de l'État. La rémunération du notaire lui-même, c'est une part bien plus petite du gâteau. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut prévoir une rallonge de 6 à 8% du prix du bien. C'est un budget non négligeable qu'il faut absolument anticiper pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Bon, une fois qu'on est propriétaire, ce n'est pas fini. On passe à l'acte 2, la détention. Et là, de nouvelles taxes débarquent, cette fois-ci des taxes annuelles. La plus connue, c'est bien sûr la taxe foncière. C'est un impôt local qu'on paie chaque année, qu'on habite le logement ou pas. Son calcul est basé sur une sorte de loyer théorique, ce qu'on appelle la valeur locative cadastrale. Et ce n'est pas tout. Selon la situation, d'autres taxes peuvent s'ajouter. Par exemple, la taxe d'habitation, qui ne concerne plus que les résidences secondaires, ou encore la taxe sur les logements vacants dans certaines zones. Et pour ceux qui font de la location meublée, il y a la CFE. Ah, et si on loue son bien, le choix entre nu et meublé est vraiment stratégique d'un point de vue fiscal. Les revenus ne sont pas imposés de la même façon. En gros, le régime pour le meublé, le micro-BIC, offre un abattement pour les charges beaucoup plus généreux. C'est un point super important pour optimiser son investissement. Et pourquoi cette différence? C'est simple, l'État considère que la location meublée est une activité commerciale. Et qui dit activité commerciale, dit fiscalité spécifique, comme la fameuse cotisation foncière des entreprises, la CFE. Et nous voilà à l'acte 3, le grand final, la vente. Alors que se passe-t-il au niveau des impôts quand on décide de vendre son bien? On va commencer par la règle d'or, la plus importante à retenir. Si on vend sa résidence principale, eh bien la plus-value est totalement exonérée d'impôts. Zéro impôt sur le gain. C'est un avantage fiscal énorme. Par contre, pour tous les autres biens, une résidence secondaire, un investissement locatif, etc., là, c'est une autre histoire. Le bénéfice qu'on réalise à la vente est taxé. Le taux global est de 36,2%. Ça se décompose en 19% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Mais il y a une astuce, une règle importante à connaître. Plus on garde le bien longtemps, moins l'impôt sera élevé. C'est un système d'abattement qui récompense la durée de détention. La patience, ça paie. Pour le calcul, c'est assez logique. Ça se fait en 3 temps. D'abord, on calcule la plus-value brute. C'est simple, prix de vente moins prix d'achat. Ensuite, on applique les fameux abattements liés à la durée. Et enfin, on impose ce qui reste. Regardons un exemple concret. Ici, une simulation pour une vente après 7 ans de détention. On voit très clairement l'effet des abattements. Ils viennent grignoter la base taxable et donc l'impôt final diminue. Et cet effet s'accentue avec le temps, jusqu'à l'exonération totale. Mais attention, petite subtilité, les 2 parties de l'impôt ne disparaissent pas au même rythme. Il faut attendre 22 ans pour être totalement exonéré de l'impôt sur le revenu et 30 ans pour les prélèvements sociaux. Allez, pour finir, on récapitule tout ça. Voici la feuille de route fiscale en un coup d'œil. On a donc nos 3 moments clés, l'achat avec les droits de mutation, la détention avec la taxe foncière et les impôts sur les loyers si on loue, et enfin la vente avec l'impôt sur la plus-value, sauf bien sûr pour la résidence principale. La conclusion, c'est que la clé du succès, c'est vraiment d'anticiper. Il faut avoir ces 3 étapes fiscales en tête dès le tout début du projet. C'est ce qui permet de faire les bons choix et d'éviter les déconvenus. Et ça nous laisse avec une question finale à méditer. Un projet immobilier peut-il vraiment être considéré comme optimisé si on n'a pas une vision claire et complète de toute cette feuille de route fiscale?